Merci, donc je n'ai pas de photo à vous montrer. On m'a demandé de parler de métallurgie physique parce que, d'une certaine manière, c'est la compagne intellectuelle de toute une vie chez Jacques Friedel. Entre les tout premiers travaux et ses dernières réflexions dans le cadre du tremblement de terre de Fukushima, c'est des outils qui sont issus de la métallurgie physique qu'il a pu développer. Et je pensais que c'était une manière de tracer le style Friedel que de vous en parler un petit peu. Alors, il a toujours revendiqué le double statut de science de la nature et de science de l'ingénieur pour la métallurgie physique. De ce que la métallurgie soit une science de l'ingénieur, il ne s'en résulte pas pour autant qu'elle soit réduite à cet aspect du comprendre pour faire. Elle emprunte ses concepts, ses méthodes, ses outils à la physique, à la chimie, à la mécanique elle-même, mais elle génère elle-même des concepts et des questions fondamentales qui lui sont propres et qui ne se poseraient pas, au moins pas de la même façon, aux physiciens, aux chimistes et aux mécaniciens. Il s'agit donc d'une véritable discipline soulevant des questions fondamentales qui sont abordées tant du point de vue expérimental que théorique et plus récemment numérique. Pourquoi je vous fais cette introduction ? C'est que Jacques Friedel a vraiment été un des pères fondateurs de cette métallurgie fondamentale. Avec son alter ego britannique, vous avez un frère jumeau de Jacques Friedel de l'autre côté de la Manche, qui est Alan Cottrell, qui s'est intéressé aussi aux structures électroniques des métaux et aussi aux défauts structuraux. Donc avec son alter ego britannique, Alan Cottrell, son mentor Neville Mott, ses collègues Charles Frank et Frank Nabarro, vous avez vu passer un certain nombre de ces noms, il a pour ainsi dire fondé la métallurgie physique et mécanique en l'adossant à une théorie électronique des métaux et alliages et à une théorie des défauts. Alors, je vais essayer de passer rapidement en revue la contribution de Jacques Friedel à la théorie de la plasticité des métaux. Les particularités de la liaison métallique font que le cristal métallique contient des défauts dans l'empilement atomique, des défauts ponctuels, lacunes ou interstitiels, linéaires, dislocations, surfaciques, les joints de grains, les parois diverses. Même si ces défauts sont en faible concentration, c'est important à retenir, la grande mobilité des dislocations, défauts de croissance des métaux et leur capacité à se multiplier sont à l'origine de la malléabilité des métaux, une des raisons qui les rend intéressants. Ainsi, comprendre le comportement des métaux et de leurs alliages, par simple curiosité scientifique ou pour mieux en maîtriser l'élaboration et la mise en œuvre, ou pour en prédire l'évolution à long terme, implique plusieurs niveaux d'analyse profondément imbriqués. Comment expliquer le comportement observé par la dynamique de la population des défauts qui en sont responsables ? Comment cette dynamique, qui est contrainte par la cristallinité des métaux, les systèmes de glissement des dislocations, la nature des sources et puits de défauts ponctuels, et qui est soumise aux sollicitations appliquées, est-elle in fine régie par des propriétés intrinsèques des défauts impliqués ? Comment ces propriétés dérivent-elles de la structure électronique du métal ou de l'alliage étudié ? Toutes ces questions irriguent la totalité de la pensée de Jacques Friedel sur une durée d'à peu près 60 ans. La métallurgie fondamentale est donc par essence une démarche multi-échelle, passant de la structure électronique au comportement macroscopique par l'intermédiaire des défauts cristallins, de leur cinétique individuelle, de leur comportement collectif et en particulier de leur arrangement spatial, ce qu'on appelle microstructure. Très tôt dans la carrière scientifique de Jacques Friedel, il a perçu la nécessité de mener de front une recherche sur la cohésion électronique des métaux et une analyse des propriétés individuelles et collectives des défauts. Son second travail publié, sous la direction de son cousin Charles Crussard, portait sur l'énergie des joints de grains et sur une estimation rudimentaire certes, mais capturant l'essentiel de la physique, de la dépendance de cette énergie avec la désorientation, à partir d'un calcul d'interaction entre atomes. Il y montre que, hormis quelques configurations très particulières, telles que les macles, les joints de grains de forte désorientation dans les métaux, ont tous à peu près la même énergie de surface. Je me souviens de l'avoir entendu donner comme raison la myopie des atomes dans un gaz d'électrons libres. Mais le domaine où Jacques Friedel se tailla la part du lion est la théorie des dislocations et ses applications à la compréhension de la plasticité des métaux et alliages. Ses travaux personnels dans le domaine s'étendent dans la période 1950-1966, c'est-à-dire une durée relativement réduite, et ils culminent dans le monumental traité des dislocations, qui reste une référence majeure du domaine. Mais son influence est perceptible jusqu'à l'extrême fin de sa vie, dans l'analyse qu'il donnait, suivant Wertmann, de la valeur des déplacements D observés lors de tremblements de terre de Fukushima, en identifiant les conditions de glissement et l'énergie stockée au moment où les contraintes induites excèdent les forces de friction solide, relâchant l'énergie élastique d'une ligne de dislocation macroscopique de vecteur de Burgers D. Le vecteur de Burgers qui croît au fur et à mesure que le glissement se poursuit, atteint 60 mètres,
au moment du déclenchement. Les dislocations apparaissent là, en fait, comme une boîte à outils pour estimer les contraintes. Les dislocations sont un concept emblématique de la métallurgie physique. Ce sont des défauts dans des structures ordonnées. Elles jouent un rôle fondamental dans leur comportement macroscopique. Ce sont des défauts hors équilibre thermodynamique, qui ne doivent leur présence et leur pérennité qu'à l'existence d'un frottement solide. Jacques Friedel le répétait inlassablement à ceux qui avaient tendance par commodité à l'oublier. Enfin, elles sont associées à des champs élastiques à longue distance, ce qui rend encore plus délicat leur traitement dans le cadre d'un formalisme conduisant à minimiser une fonctionnelle énergétique. C'était un point de divergence courant, classique, avec la mécanique des milieux continus. Les dislocations sont des défauts associés à des champs continus, mais dans une structure cristalline. Se pose alors la question de l'influence du cœur des dislocations, et en particulier de sa structure atomique, à la fois sur leur mobilité, sur le choix du plan de glissement, sur leur interaction à courte distance. Jacques Friedel encouragea de toute son influence, qui était grande, les études sur les structures électroniques des cœurs de dislocation. Études qui permirent à Bernard Legrand, dans les années 80, de comprendre le passage des plans de glissement basal ou pyramidaux dans les métaux de structure hexagonale. L'héritage de ces approches permet aujourd'hui de comprendre les cœurs dissociés dans les métaux cubiques centrés, tels les travaux qui sont faits actuellement à Saclay. Point essentiel pour la compréhension du comportement des aciers ferritiques. Toujours en ce qui concerne les structures de cœur des dislocations, la situation, malgré ces travaux importants et les avancées récentes, demande des développements nouveaux. Cela concerne le vieux problème de la plasticité des structures cubiques centrées ou hexagonales compactes, en particulier la succession de divers états du cœur des dislocations en cours de migration, conduisant à des mouvements saccadés. Dans les dernières années, Friedel suivait de très près les travaux expérimentaux de l'école de Toulouse à ce sujet. La théorie élastique des dislocations est établie de longue date. Et les améliorations de ce point de vue se font, on pourrait dire, à la marge. On a vu toutefois dans les récentes années, en particulier par des traitements par simulation numérique à l'échelle atomique, l'incroyable robustesse des approches continues pour traiter des problèmes qui pourraient relever davantage de la structure fine du cœur des dislocations. Les travaux de l'école de Friedel sont toujours associés à des paires de noms, très souvent Friedel et l'un de ses thésards. Les travaux de l'école de Friedel sur les jonctions commencent par la théorie de Saada Friedel et s'achèvent par les simulations numériques à l'échelle atomique de Rodney Fivel et le traitement du durcissement latent par Devaincre et Cubain sont emblématiques de cette variété d'approches. C'est pour moi toujours une grande surprise de constater la robustesse de modèles de nature continue, comme la théorie de l'élasticité linéaire, pour décrire des grandeurs dont on s'attendrait qu'elles dépendent plus étroitement du détail des potentiels interatomiques. La relation linéaire entre la contrainte d'écoulement et l'inverse de la distance entre points d'ancrage est purement dimensionnelle. Mais le coefficient de proportion entre cette contrainte d'écoulement et la racine carrée de la densité de dislocation, ce qu'on appelle la loi de Taylor, nécessite de comprendre les conditions d'instabilité des jonctions formées par une dislocation et deux arbres de la forêt, suivant le vocabulaire consacré. Et de façon étonnante, ce calcul effectué dans le cadre de l'élasticité est encore efficace pour décrire des simulations numériques par dynamique moléculaire. La compréhension du comportement des dislocations dans les alliages métalliques est loin de ce degré d'achèvement. Si le changement de plan de glissement des dislocations vis, connu sous le nom de glissement dévié, a lui aussi eu droit à son traitement par l'école Friedel, c'est le modèle d'Eskeg-Friedel, il est encore relativement mal connu, on connaît encore relativement mal l'effet des éléments d'alliage sur ce comportement-là. Et pour l'instant, c'est quand même traité beaucoup de façon empirique. Sur le problème même de la limite d'élasticité des solutions solides, Sébastien Balibar vient de vous en donner un exemple par l'ancrage par les atomes d'hélium. Jacques Friedel apporta une contribution essentielle en proposant une solution particulièrement élégante à un problème qui est omniprésent dans beaucoup de domaines de la physique, qui est le problème de l'ancrage collectif. La force d'ancrage d'une dislocation dans un potentiel d'ancrage issu d'une distribution de centres de distorsion du réseau cristallin, atomes de soluté précipités, dépend non seulement de la force individuelle de l'interaction, mais aussi du nombre de points d'ancrage le long de la ligne de dislocation. Entre deux cas limites évidents d'une raideur de ligne infinie et d'une raideur de ligne nulle, qui peuvent être traités de façon purement géométrique, la situation réaliste résulte d'une compétition entre le gain énergétique obtenu en se rapprochant des points d'ancrage et le coût associé à l'allongement de la ligne. La solution proposée par Friedel, dite statistique de Friedel, dans son traité des dislocations, a ouvert la voie aux théories du durcissement structural associées à des précipitations cohérentes avec le réseau.
Les idées issues de cette approche ont permis de développer des théories d'ancrage des réseaux de vortex et des ondes de densité de charge. Dans les années 90, Friedel signa un article avec Denis Feinberg sur ce sujet, témoignant de la persistance de son intérêt pour les problèmes d'ancrage collectif. Alors, certes, l'image est un peu plus complexe que ça. Des travaux en simulation numérique prouvent que, finalement, c'est assez naïf d'imaginer une dislocation qui passe sur un paysage de potentiel qui est inchangé par son passage. Dès l'instant où on prend des atomes, ils bougent. Mais il n'empêche que ça donne un bon point de départ pour la réflexion. Alors, Jacques Friedel s'est très tôt intéressé au comportement collectif des dislocations, ce qui est un autre graal du domaine, et en particulier au cours d'un recueil. On lui doit la première dérivation simple de la cinétique de restauration d'un matériau déformé, une cinétique qui est logarithmique en temps. Une fois encore, l'idée était d'une très grande simplicité. La restauration est vue comme une relaxation par plasticité des contraintes internes associées aux populations de dislocation. Les cinétiques de mouvement étant exponentielles en contrainte, on en déduisait immédiatement des cinétiques logarithmiques observées par Kuhlmann-Wilsdorf. Il était plus sceptique, et c'est assez amusant parce que c'était aussi quelque chose qu'il partageait avec son frère jumeau, il était plus sceptique sur la capacité de la théorie des dislocations à rendre compte de l'écrouissage des métaux, ce qui était leur objectif initial. Et il partageait donc ce scepticisme avec Alan Cottrell. Les modèles multiples de variables internes, votre serviteur en a commis un certain nombre, décrivant la dynamique d'une population de dislocation, lui semblaient plus, dans le meilleur des cas, une phénoménologie intelligente qu'une véritable théorie de l'écrouissage. Les modèles développés par Jacques Friedel étaient analytiques. Il aimait à parler des vertus de la caricature, du modèle qui capture l'essentiel de la physique pour donner le premier ordre du phénomène. Son analyse de la cohésion des métaux au travers de la série des métaux de transition, de l'ancrage par une population de précipités, du durcissement par une forêt de dislocation, de la formation d'hélices par l'absorption de lacunes par les dislocations, encore un binôme, Grillet-Friedel, sont autant d'illustrations du style Friedel dans le domaine de la métallurgie physique. Les dernières années de la vie de Friedel ont vu émerger ce qu'on peut appeler la métallurgie numérique. Par goût, Friedel avait une nette préférence pour les modèles analytiques, mais il suivait avec beaucoup d'intérêt le développement de ces approches rendues possibles par la puissance grandissante des ordinateurs. La lucidité du regard qu'il portait sur ces nouveaux outils mérite de rester dans nos mémoires comme un gage et comme une sage recommandation de prudence. Je crois qu'il faisait très clairement la part des choses entre un choix esthétique qui le poussait aux modèles simples et analytiques, un appel à la prudence pour ne pas se laisser griser par la puissance des ordinateurs, et enfin une idée claire de leur apport en tant que moyen de tester les idées. Le développement des simulations numériques, particulièrement spectaculaire dans le domaine des transitions de phase, qui n'est pas le domaine de prédilection de Jacques Friedel, il le suivait toutefois avec intérêt, et en particulier dans les simulations à l'échelle atomistique, en particulier dans les domaines de la métallurgie nucléaire. De même, les simulations de structure de cœur des dislocations, calculées avec des potentiels de plus en plus réalistes, lui semblaient intéressantes et répondaient en quelque sorte à ses premières interrogations sur la structure et l'énergie des joints de grains. Dans une certaine mesure, on peut dire que c'est un peu malgré lui que la simulation numérique des populations de dislocation est aussi un sujet très actif au niveau international et que l'école de Friedel y joue un rôle majeur, avec des noms comme Cubain, Devaincre, Verdier, Fivel. Mais c'est aussi grâce à lui qu'elle ne s'est pas laissée emporter par l'élan de l'enthousiasme et qu'elle a gardé des ingrédients essentiels à bord, quelque encombrants qu'ils fussent. Au cours... Il me reste combien de temps ? Les quelques minutes nécessaires pour conclure. D'accord. C'est bien, j'y arrive. Alors, le recours de la métallurgie numérique a profondément changé de nature au cours de ces dernières décennies. Une discipline nouvelle s'est développée aux côtés du calcul traditionnel de grandeur théorique, thermodynamique et cinétique, mécanique ou électronique, et de l'évaluation numérique du résultat de théories diverses. Mais la métallurgie numérique ne peut pas remplacer la métallurgie expérimentale. Par contre, elle peut suggérer des expériences nouvelles ou des paramètres pertinents à mesurer. La métallurgie numérique n'est pas non plus la métallurgie théorique. Les simulations révèlent des comportements dont on peut rechercher s'ils sont explicables par des théories existantes ou s'ils appellent des développements originaux. Certaines simulations peuvent être considérées comme des expériences de pensée très sophistiquées. Finalement, en revenant aux premières amours de Jacques Friedel, à la métallurgie physique,
On peut résumer ce qui transparaît dans toute son œuvre de théoricien dans le domaine de la matière condensée. La volonté de rester proche de l'expérience, la vertu explicative des caricatures qui n'ont pas à rougir devant les simulations massives et l'importance de comprendre pour faire. Ces leçons, autant que le dynamisme de l'école de pensée qu'il a créée, autant que la moisson de résultats qui lui sont dus, font partie intégrale de son héritage qu'il nous appartient à tous de faire fructifier. Je vous remercie.